Bienvenue au balado L'investisseur transformé. Avez-vous l'impression qu'il y a trop d'options et d'opinions vous disant comment investir et planifier votre avenir financier? Grâce à son approche simple et directe, l'animateur Ruben Antoine de la firme Toulette Matthews et Associés vous guide à travers la complexité de l'industrie financière. Les sujets abordés dans ce balado vont transformer votre expérience d'investissement et augmenter vos chances de devenir libre financièrement pour toujours. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, ici Ruben Antoine, votre animateur du podcast L'Investisseur transformé. Et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition, en fait le dernier épisode de notre podcast pour 2024. Mais n'ayez crainte, on va se revoir en 2025 pour la nouvelle saison, car on continue pour une nouvelle année. Mais en ce moment, on arrive à la fin de l'année et c'est souvent une période pour la plupart d'entre nous où nous pensons à faire des dons de charité. Soit parce qu'on ressent plus nos valeurs de générosité, nos valeurs de partage à l'approche des fêtes, ou simplement parce qu'on veut clôturer l'année, on veut clôturer notre planification financière et fiscale de fin d'année. Donc, donner, la philanthropie, c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais plus particulièrement, nous allons parler comment on peut optimiser nos dons de charité et maximiser notre impact à travers ce qu'on appelle les dons planifiés, mais aussi à travers un outil méconnu mais super efficace qu'on appelle le fonds philanthropique ou le fonds de dotation et comment le créer. Donc, pour naviguer à travers tout cela, je discute aujourd'hui avec notre experte invitée, Linda Tchombe, qui est directrice développement philanthropique à la Fondation du Grand Montréal. Linda va aussi nous expliquer comment une fondation communautaire comme la Fondation du Grand Montréal peut accompagner divers donateurs, diverses donatrices comme vous à mettre en œuvre votre projet philanthropique personnel, à le mettre en place pour respecter votre plan philanthropique que vous êtes fixé. Donc, je vous souhaite une bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Linda, merci d'avoir accepté l'invitation sur notre podcast. Bonjour, merci pour l'invitation, c'est le fun. Oui, très hâte d'avoir une conversation avec toi sur un sujet qui me passionne. Mais avant qu'on commence justement sur le sujet, Linda, on aimerait apprendre un peu plus sur toi. Donc, prends un peu de temps juste pour nous parler un peu de toi, de ton cheminement et aussi ce qui t'a amené à travailler en philanthropie. Je ne vais pas dire que c'est ce dont je rêvais quand j'étais plus jeune, pour être transparente. Moi, à l'âge de 9 ans, je savais que je voulais devenir médecin. C'était comme ça mon objectif de vie. Mais ça n'a pas fonctionné pour tout un ensemble de raisons et j'ai fini par faire plutôt un doctorat en biologie et santé. Et jusque-là, ça va bien, on est comme plus santé. Mais quand j'arrive au Québec en 2016, donc malgré mes diplômes, malgré mes expériences de gestionnaire, j'ai accepté un remplacement de 2 semaines en tant qu'agente administrative à la Fondation du Grand Montréal. Puis j'ai apprécié l'environnement, la mission, puis j'ai dit, on va rester. Et c'est là que la chance m'a été donnée par l'équipe de la Fondation. Donc, je suis revenue après mon congé de maternité pour occuper le poste d'agente administrative, donc plus en remplacement. Et il y a eu des opportunités à l'interne et parce que mes atouts ont été reconnus, j'ai pu les saisir. Ça fait que j'ai comme évolué, disons, au sein de l'organisation. Et pendant la pandémie, j'étais en congé de maternité. Bébé pré-pandémie, je tiens à le dire. Ouais, parce qu'il y a eu le baby boom de la pandémie. Ouais. C'est ça. Donc, j'ai profité de la pandémie pour faire un MBA au HEC Montréal et développer ma compétence professionnelle. Donc, à mon retour, le poste de direction au développement philanthropique était ouvert. Puis, les astres étaient comme alignés. Donc, entre les postes et l'expérience précédente, puis les compétences que je venais d'avoir, j'ai obtenu le poste de directrice au développement philanthropique à la Fondation. Finalement, je me rends compte que l'amour que j'ai longtemps eu, puis je l'ai encore, pour la médecine et mon intérêt pour la philanthropie vont se rejoindre un peu dans l'engagement à servir les autres, puis travailler pour le bien commun, et puis surtout avoir un impact durable dans la société. Et c'est aussi pour ça que je m'implique bénévolement, entre autres comme membre du conseil d'administration de Littératie Ensemble, qui est une organisation pan-canadienne qui célèbre ses 125 ans cette année et qui a fait de la littératie vraiment sous toutes ses formes. On parle, lui, d'alphabétisation, mais de littératie financière, littératie digitale, c'est là son cheval de bataille. Puis, je suis également bénévole au jumelage interculturel pour des personnes nouvellement arrivées à Saint-Jean-sur-Richelieu, ma ville de résidence. Fait que c'est ça. Puis, quand j'ai du temps, je suis maman de 3 jeunes filles. C'est un parcours vraiment inspirant. Puis, t'as nommé quelques initiatives où tu contribues bénévolement, mais je le sais, là, on va le dire, Linda, moi et toi, on se croise souvent parce qu'on supporte beaucoup
de projets similaires où les causes qu'on supporte ont tendance à avoir un dénominateur commun. Là, on se retrouve pour parler de philanthropie sur le podcast. Mais parlons justement de ton employeur, de la Fondation du Grand Montréal. C'est ce qu'on appelle une fondation communautaire. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Ben, une fondation communautaire, si on veut le définir, on dit que c'est un peu comme des institutions. Donc, c'est des fondations publiques, c'est important à dire, qui vont servir à rassembler et assurer la gestion de fonds philanthropiques pour répondre aux besoins prioritaires identifiés sur leur territoire. Voilà pour dire, en gros, on essaie d'être par la communauté, pour la communauté et avec elle. Puis, il en existe plusieurs, mais chacune a un peu un modèle différent. Parce que quand on voit une fondation communautaire, ça ne veut pas dire qu'on va en croiser une qui va être identique. Et à la Fondation du Grand Montréal, mais nous, on est vraiment la fondation communautaire pour le Grand Montréal, donc l'île de Montréal, mais aussi Laval et la Rive-Sud, qui est une bonne partie de la Montérégie. Et nous, notre mission à nous, c'est 3 principaux axes. Donc, mobiliser les ressources philanthropiques, diffuser les connaissances, entre autres avec nos signes vitaux qu'on publie une fois par année ou 2 fois par année, dépendamment, et catalyser des différentes initiatives et partenariats, comme le partenariat Climat Montréal, par exemple. Et le tout, on le fait en collaboration, parce que c'est ça, communautaire. On le fait en collaboration avec différents partenaires dans différents milieux, que ce soit académique, communautaire, gens d'affaires. Et le but, c'est vraiment de faire progresser les objectifs de développement durable dans le Grand Montréal. OK, puis quand tu as mentionné fondation communautaire, on parle de fondation publique, comme tu as dit. Est-ce que c'est juste de dire, c'est un peu, dans le fond, ce que ça n'est pas, c'est ce qu'on appelle des fondations privées, vu que c'est public communautaire, c'est pas une fondation privée. Les fondations privées, c'est quand des gens, ou comme qu'on voit des grandes familles, ils créent leur propre fondation pour un peu les objectifs philanthropiques de cette personne ou de cette famille. Là, c'est communautaire, ça met plusieurs personnes ensemble. C'est un Exactement. peu ça? OK. Et aussi, juste pour dire, donc dans le cas de la Fondation du Grand Montréal, on ne reçoit pas de financement public parce qu'il y a souvent aussi mais est-ce que ça veut dire que vous êtes... Ouais, vu que c'est public, est-ce que c'est gouvernemental? Exactement. Ouais. Donc non, on ne reçoit aucun financement public. C'est contrairement peut-être aux organismes communautaires qui, eux, dépendamment, pourraient en avoir. Mais une fondation communautaire, en tout cas la Fondation du Grand Montréal, ne reçoit pas de financement public. Donc d'où vient le financement? Vu qu'on gère des fonds philanthropiques, en fait, notre financement, c'est les frais de gestion, d'administration de ces fonds-là. OK, puis on va en parler plus tard, c'est quoi un fonds philanthropique, mais dans le fond, différentes personnes peuvent créer leur propre petit fonds philanthropique à travers la fondation communautaire comme celle du Grand Montréal. Et ce que tu es en train de dire, juste pour qu'on est sûr que l'audience comprenne, c'est que ces fonds-là sont donc gérés, investis, et il y a un frais de gestion qui est chargé. Comme moi, je charge un frais de gestion à mes clients pour gérer leur placement, et c'est comme ça que la fondation se finance pour ces opérations. Exactement. Puis, dans le cas de la Fondation du Grand Montréal, c'est sûr qu'on a on va avoir des frais de gestion puis d'administration. On fait la différence entre les deux. Puis, c'est vraiment les frais de gestion, on les paye à notre gestionnaire. Mais les frais d'administration, c'est vraiment la portion qu'on va conserver pour non seulement les opérations de la Fondation, mais c'est aussi ce qui contribue à verser ce qu'on appelle des subventions propres à la Fondation. Donc, l'argent que nous, on est capable d'orienter puis dans différentes initiatives communautaires, mais c'est de là aussi que ça provient. OK, je comprends. Mais justement, tu dis utiliser les ressources pour le Grand Montréal. Et là, cette fondation-là s'appelle la Fondation du Grand Montréal. Est-ce qu'il y a d'autres villes qui se sont dotées de ce type de fondation publique, fondation communautaire-là? Est-ce que tu as quelques exemples? Oh, il y en a plusieurs. En fait, au Canada, on a le réseau de FCC, Fondation communautaire Canada, qui regroupe la majorité, pas toutes, des fondations communautaires. Puis la plus ancienne au pays, donc vraiment au Canada, c'est Winnipeg. Elle était établie en 1921. OK, quand même. Puis au Québec, il y en a 11. Je ne sais pas si tu peux deviner quand est-ce que la plus ancienne a été créée. Au Québec? Au Québec. OK, si tu m'as dit la plus ancienne au Canada, c'est 1921, je vais dire au Québec, 1980. Hey, t'es pas mal bon! Ah ouais, je suis allé vraiment au hasard. 1988, en fait, qui a été créée la première fondation communautaire au Québec. Donc, c'est Québec Philanthrope, la fondation pour la région de Québec, mais aussi Chaudière-Appalaches. Et donc, c'est vraiment plus de 60 ans après Winnipeg, là, pour dire. OK. C'est un modèle qui est beaucoup plus établi anciennement dans le Canada anglais. Mais aujourd'hui, il y a 11 fondations communautaires, comme j'ai dit, au Québec. Je vais les citer toutes pour le fun, qu'on sache, chacun puisse se reconnaître. C'est un peu les fondations sœurs de la Fondation du Grand Montréal. Alors, il faut parler de toute la famille. Exactement.
Puis on a la Fondation communautaire de l'Estrie, elle est basée à Sherbrooke. La Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Îles, ça, c'est à Maria. Fondation communautaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est basée à Chicoutimi. La Fondation communautaire du Saint-Maurice, donc à Trois-Rivières. On a la Philanthropie Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda. Fondation Philanthropie Outaouais à Chelsea. Philanthropie Laurentide à Saint-Jérôme. Philanthropie Lanaudière à Joliette. Et la 11e, on a surtout la Fondation Inueyu, qui est pour la nation Cri d'Iyu-Ichi, dans le nord du Québec. OK, mais c'est bien de savoir ça parce qu'à la fin, Linda, durant notre discussion, on va parler d'un outil, en fait, qu'on recommande à plusieurs donateurs de penser peut-être incorporer dans tout leur plan philanthropique. Mais les gens ne sont pas tous basés à Montréal ou dans la région de Québec. Donc, s'ils veulent regarder où ils sont situés, quelles fondations qui peuvent les accompagner. Donc, je pense que cette liste-là va les aider à peut-être parler avec les bonnes personnes. Exact. Et puis même sur le site de Fondation Communautaire Canada, il y a un outil pour trouver sa fondation locale où en fait, on est capable sur la carte de voir à quelle fondation on devrait s'adresser en priorité. C'est là, le sujet du podcast, c'est sur la philanthropie. Moi, je suis dans le conseil financier, comme tu sais, Linda, dans la gestion de portefeuille. Souvent, qu'est-ce qu'on voit, c'est que les gens vont voir leur conseiller financier pour parler de planification de retraite, fiscale, successorale, investissement, donc tout ce qui est financier, tout ce qui est des sujets qui, moi, me passionnent, mais pour certaines personnes, ça peut être aride, mais c'est important de s'en occuper. Mais souvent, tout ce qui est philanthropique, vu que c'est là, on rentre dans le côté personnel, le côté des valeurs. Des fois, le conseiller financier ou même le comptable n'est peut-être pas la personne à qui on pense en parler. Est-ce que toi, tu penses qu'il faudrait justement que les gens considèrent parler de philanthropie avec leur conseiller, puis quand le faire? Ben, tout le temps. Il OK. faut le faire tout le temps. Mais je crois que à partir du moment où on commence à faire des dons, c'est pertinent de parler à son conseiller, son professionnel en fait. Qu'on soit, comme tu as dit, planification, conseiller financier, ça peut être son avocat, ça peut être Son notaire, ouais, bon exactement, point. ça peut être son notaire. Mais l'idée là-dedans, c'est que, comme tu as dit, de la même manière qu'on planifie nos finances, on planifie notre retraite, on planifie plein d'affaires, il faut planifier aussi sa philanthropie. Puis, c'est bien d'en parler aux personnes qui savent comment ça fonctionne la plupart du temps et pour être capable d'avoir les meilleurs, de tirer le maximum, en fait, du don qu'on veut faire. C'est ça l'idée, finalement, d'en retirer le maximum. Puis, c'est sûr qu'il y a des moments qui sont plus clés. C'est par exemple, quand on est en planification fiscale, justement, on a un revenu important sur une année. On se réfléchit toujours, mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on doit essayer d'alléger l'impact fiscal Le fardeau, oui, c'est vrai. dans des actions qui ont un gain en capital latent. Je crois que ça, c'est toi qui vas mieux maîtriser ça que moi en plus. Puis, les moments, on parle de moments de planification successorale, c'est quand c'est l'heure de faire son testament, par exemple. Et je sais qu'on ne parle pas souvent de testament dans certaines communautés. C'est comme si ça attirait la mort, mais non, on planifie, puis on prévoit autant que possible. Et c'est une bonne occasion de déterminer ce qu'on veut donner aux causes qui nous tiennent à cœur. C'est pour être sûr que même quand on n'est plus là, mais l'héritage qu'on laisse, puis l'impact qu'on laisse, on le planifie pour qu'il soit aussi important puis aussi impactant que possible. Puis ça peut être pour marquer une étape importante. On a vu le concept de donner son anniversaire il y a quelques années, puis ça continue aussi toujours de transformer en fait son anniversaire en opportunité de collecte de fonds. Mais ça peut être pareil, on peut marquer une promotion, un succès majeur en affaires. Là, on revient un peu sur le concept d'action de grâce finalement. La vie a été bonne pour moi, ben, je profite de l'occasion pour redonner et je redonne de manière aussi intelligente que possible pour avoir le plus gros, meilleurs impacts, en fait. Puis, ça pourrait aussi être pour honorer la mémoire de notre cher. On a malheureusement souvent une personne qu'on connaît puis qui décède d'une maladie. On peut se dire, mais là, j'ai envie ça devient une cause qui me tient à cœur, puis je vais la soutenir de manière aussi efficace que possible, mais en parlant avec son conseiller puis son professionnel, on est capable de trouver le meilleur moyen de le faire. Et puis, quand on a souvent, le conseil va pas trop savoir de quoi on parle. Puis, c'est bien correct parce que chacun a un peu son expertise. Moi, je vais parler de philanthropie, je vais parler d'impact qu'on veut avoir, mais je suis pas fiscaliste. Donc, ça demeure que c'est un travail de collaboration. Fait quand votre conseiller ne sait pas, n'hésitez pas à communiquer avec vos fondations communautaires locales, justement. Et puis, nous, à la Fondation du Grand Montréal, par exemple, on est ravis de discuter de votre projet philanthropique, puis venir collaborer avec le professionnel pour offrir une solution adaptée à votre situation, puis surtout au projet, à l'impact que vous voulez avoir. J'adore les exemples que tu as donnés, puis c'est sûr que là,
Ma question à toi, Linda, c'est quand est-ce que le client devrait en parler avec son conseiller financier? Mais je pense que ça va des deux côtés. Les conseillers financiers, s'il y en a qui écoutent le podcast, je dis conseiller financier, comme tu as dit, ça peut être les notaires, les avocats, les comptables, tout professionnel qui travaille avec des clients où la conversation, des fois, va au-delà de juste les aspects financiers et légaux. Nous, dans notre domaine, je sais qu'on fait des rencontres très approfondies où on parle des enfants, des aspirations, des objectifs. Donc, des fois, les discussions sont très riches et profondes. Et puis, oui, des fois, les gens vont mentionner, comme tu dis, quelque chose qui est important pour eux, qui est plus du côté personnel. Hein. Tu sais, tu as mentionné les êtres chers et tout. On voit des clients donner à un établissement hospitalier si il y a eu à un moment donné une maladie, puis ils ont aimé le service, toute l'attention qu'on leur a donnée, puis là, ils veulent supporter ça. L'hôpital Sainte-Justine, des fois, reçoit beaucoup de dons par rapport à des parents qui ont eu des enfants avec des défis. Il y a quelques semaines, je suis allé au HEC où je suis dans une soirée où j'ai étudié, puis c'était une soirée pour remercier les donateurs, les philanthropes, et c'était inspirant de voir plusieurs personnes qui redonnent à leur établissement universitaire, un peu pour remercier pour l'éducation qu'ils ont eue, parce qu'en ce moment, ils ont du succès, soit dans leur carrière ou en affaires, puis ils reconnaissent que l'apport de la belle éducation qu'ils ont eue de cette école-là. Donc, plusieurs personnes contribuent à des causes et les conseillers peuvent vraiment les accompagner là-dessus. Exact. Mais justement, Linda, quand on parle de dons de charité, je l'ai dit plus tôt, on peut faire des dons en argent. Il y a différentes façons de donner. Puis, tu sais, on le sait, là, les gens peuvent donner de leur temps. Les gens peuvent donner aussi différents types de biens qu'ils peuvent donner. Ils peuvent donner des placements, ils peuvent donner des biens culturels, etc. J'en ai déjà parlé dans le premier podcast qu'on avait fait sur la philanthropie l'année passée, qui est sorti en décembre. Puis, on est allé aussi plus en profondeur dans les différents avantages fiscaux. Donc, j'invite les auditeurs à aller écouter cet épisode-là de décembre 2023. Mais, Linda, il y a plusieurs moyens de donner et il y a un type particulier là qu'on entend un terme en fait qui est le don planifié, qui peut se faire à travers des assurances ou des legs testamentaires. Linda, peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, certainement. En fait, déjà, le don planifié, je souhaite juste souvent qu'on confond don planifié puis don différé. Le don planifié, c'est un don dès qu'il y a une planification qui est faite. Donc, ça peut être, quand tu as pris l'exemple des actions, c'est on planifie quelle action, quel titre on va donner parce qu'il y a un gain en capital latent, parce que c'est ce qui va être le plus avantageux. Fait que c'est vraiment ça le don planifié. Il y a des dons immédiats qui sont planifiés, mais il y a également des dons différés. Donc, vraiment, quand on rentre dans le don différé, c'est comme, tu as pris l'exemple des assurances et des legs testamentaires. Et la raison est toute simple. Souvent, les gens vont être tiraillés, puis à raison, le coût de la vie, puis tout. C'est comme quand il s'agit de faire des dons, c'est peut-être tout de suite, je suis pas prêt, mais quand je serai plus là, de toute façon, il faut que mon argent serve. Donc, on va plutôt vouloir comme garder le rythme de vie actuel, puis laisser, et quand on n'est plus là, s'assurer que l'argent va soutenir certaines causes. Et la planification des dons va aider dans ce contexte, puis les dons différés, c'est vraiment une belle option. Si on prend l'assurance vie, par exemple, quand on fait un don d'une police d'assurance vie, l'organisme auquel on donne la police va devenir propriétaire et bénéficiaire de la police et va pouvoir remettre des reçus pour fin d'impôt pour les primes qui sont payées chaque année. Puis au décès, eh bien, le produit d'assurance est versé à l'organisme, puis c'est fait. Donc, la personne a juste eu à payer des primes de son vivant, à bénéficier du reçu d'impôt pour ces primes-là, puis après, il y a un montant important qui va être laissé à la cause de son choix. C'est vraiment clé, qu'est-ce que tu dis, Linda, parce que juste pour mettre un peu de chiffres là-dessus, si quelqu'un est au plus haut taux d'imposition et paye une prime chaque année à une assurance vie d'environ, on va dire que c'est une assurance permanente et la prime coûte 5 000 $ par année, après impôt, c'est comme si la personne a juste payé 2 500 de sa prime par année parce qu'en fait, c'est à peu près la moitié est revenue en retour fiscal. Exactement. Puis, il y a également la possibilité, en fait, de donner une police qui est existante. Donc, j'y ai souscrit il y a quelques années. Je me rends compte que j'en ai plus besoin rendu là. On peut la donner. Et dans ce cas, un reçu est remis en général pour la valeur de rachat de la police à la date du don, puis pour toutes les primes annuelles subséquentes qui vont être payées. Bien sûr, c'est le moment où je mets mon petit astérisque. Là, ce sont des exemples. Assurez-vous de communiquer avec votre conseiller. Oui, c'est général. Précis. Il faut toujours faire le disclaimer, là, entre guillemets, Exactement. l'avertissement. Oui, oui. C'est pour fin d'éducation seulement, assurez-vous. Tout à fait. Et si en fait, il y a aussi ceux qui vont juste dire, peut-être je vais te donner mon assurance, mais par voie de legs testamentaire. Mais à ce moment, il n'y a pas de reçu qui est remis puisque l'organisation n'est pas encore propriétaire de la police.
c'est à la succession qu'on remet le reçu pour fin d'impôt. Puis en parlant de legs testamentaire, qui est comme l'autre gros morceau dans les dons différés, c'est vraiment de faire un don à travers son testament. Puis je reparle encore, c'est important d'avoir un testament, peu importe notre valeur nette. Et puis je crois que Ruben, tu seras d'accord avec moi, parce que c'est un sujet qui est super délicat. Il y a des personnes qui veulent pas en entendre parler. Ils veulent pas parler de la mort, mais Exactement. ouais. Parce qu'au-delà des biens, c'est vraiment indiqué sur un document qui a une valeur légale, quelles sont nos volontés quand on ne sera plus là. Et quand on a surtout des enfants, par exemple, c'est Mhm. super important de le faire. Parce que soit on le décide, soit on va laisser le gouvernement le faire pour nous. Puis, pas pour vous, mais moi, je préfère de décider moi-même. Là, on parle bien du testament, Parle du testament. au-delà de faire des dons ou non, là, juste à la base d'avoir un testament. Exactement. Maintenant, dans ce testament, on peut faire des dons. Donc, pour revenir donc à ça, au décès de la personne, le liquidateur de la succession va communiquer avec l'organisme qui a été nommé pour un legs. Puis, il y a un certain nombre de formalités administratives. Le don, que ce soit l'argent, le bien, peu importe, va être fait à l'organisme de bienfaisance. Il y a un reçu pour fin d'impôt qui est remis à la succession. Donc, ce reçu-là va permettre également d'éponger une partie de l'impôt de la succession. C'est un bon point. Et puis, tu as mentionné que oui, la succession paye des impôts et faire un don au décès peut venir réduire une partie de ces impôts-là. Et j'ai rajouté aussi que, fiscalement parlant, les dons faits au décès peuvent être reportés non seulement sur l'année d'imposition du défunt, parce que quand on décède, il y a un grand impact fiscal, mais l'année d'avant. Donc, on peut aller 2 ans en arrière, mais aussi si le don, parce que là, on fait un don en assurance, des fois, c'est des gros montants. Là, on a pris une assurance de 1 million parce qu'on veut vraiment laisser un legs philanthropique. Des fois, l'année d'imposition du décès, il n'y a pas eu assez d'impôts pour utiliser tout ce crédit d'impôt-là. Mais le crédit d'impôt peut vous reporter 5 ans plus tard sur la durée de la succession. Donc, c'est sûr qu'il y a une planification à faire pour être sûr que tout le crédit est utilisé. Mais c'est pas obligé, on n'est pas obligé d'avoir un fardeau fiscal tellement élevé qu'on a peur qu'on n'a pas utilisé tout le crédit. Il y a un peu de planification à faire et justement, un conseiller peut aider à optimiser, à voir quand c'est plus optimal parmi ces 2 ans en arrière ou 5 ans plus tard, quand c'est plus optimal d'utiliser le don. Donc, c'est vraiment flexible de ce côté-là. Tout à fait. J'ai une question pour toi, Linda. Des fois, quand on parle de testament, puis on parle de philanthropie, moi, je le vois avec certains de mes clients, une question qui vient souvent, c'est qu'est-ce qui arrive si l'organisme qu'on a mis sous notre testament n'existe plus? Tu sais, mettons, tel organisme qui aide les animaux, mettons, mais 20 ans plus tard, quand je décide, cet organisme-là n'existe plus. Comment les gens peuvent pallier à peut-être cette inquiétude-là? L'avantage, justement, de faire affaire avec une fondation communautaire, c'est que vous nommez la fondation communautaire sur votre testament. On se rappelle, la plus ancienne existe depuis 1921. Et ça va être compliqué qu'il y arrive quelque chose. On ne pense pas. Elle est bien établie, ouais. Exactement. Puis, ce qui arrive quand on nomme une fondation communautaire, c'est que derrière, avec la fondation, on s'entend sur les organismes précis auxquels les distributions vont être faites. Donc, la fondation va être établie. En général, elle existera toujours quand on décédera. Puis, si jamais un des organismes qu'on a nommé n'est plus là, mais la fondation va chercher un organisme qui a une mission similaire. Ah, je vois. Et c'est pas uniquement quand l'organisme n'existe plus. Ça peut aussi être qu'une personne a choisi, mettons, 3 organisations différentes qu'elle veut soutenir. Puis à un moment donné dans sa vie, c'est comme, moi, finalement, cette organisation, je trouve que pour un tas de raisons, je souhaiterais plus la soutenir, puis je veux remplacer par une autre pour aller rouvrir le testament. Ah oui. Avec une fondation communautaire comme la Fondation du Grand Montréal, on n'a pas besoin de rouvrir le testament parce qu'on a indiqué une organisation qui est là, qui est comme solide, qui va rester, mais on peut aller communiquer directement avec la fondation pour dire, mais telle organisation qui était sur la liste, on va l'enlever puis on va remplacer par telle autre. Donc, c'est beaucoup plus flexible aussi de planifier sans avoir besoin de repasser devant le notaire à chaque fois qu'on change d'idée ou sans avoir à se stresser de je veux pas aller devant le notaire parce que je suis pas sûr de ce que j'ai envie de faire. C'est comme aussi cette flexibilité que les fondations communautaires peuvent offrir. OK, c'est vraiment intéressant ça parce que je veux juste être sûr que je comprends parce que moi, j'ai beaucoup de clients justement qui ont nommé une fondation sur leur testament. Là, tu peux dire que moi, personnellement, j'ai mon propre fonds philanthropique qu'on va discuter c'est quoi là, que j'ai mis en place avec la Fondation du Grand Montréal. On va dire qu'on l'appelle Fonds Ruben Antoine. Mm-hmm. Mais à travers ce fonds-là, je fais d'autres dons. Donc moi, dans mon testament, j'ai avantage à nommer mon fonds Ruben Antoine. Parce que si je nomme, par exemple, je vais supporter Refuge animal de la Chine, on va dire, mais dans 5 ans,
je vais changer ça dans mon testament, je vais refaire mon testament. Alors, c'est mieux de mettre mon fonds à moi. Puis, de mon fonds, je dis Fondation du Grand Montréal supporte refuge animalier. Mais si dans 5 ans, je veux changer, j'ai juste qu'à dire Fondation du Grand Montréal, là, je supporte l'Église à la place. Puis, le testament, lui, ça coûte de l'argent, toujours le changer. Ça me coûte rien de faire des changements à travers la Fondation du Grand Montréal. C'est vraiment intéressant, ça. Absolument. OK. Puis, je vais essayer juste à préciser que c'est une subtilité, mais qui est importante. Là, dans le testament, tu légueras à la Fondation du Grand Montréal pour le fonds Ruben Antoine. Ah, je comprends. OK. Parce que l'organisme de bienfaisance, ça demeure la Fondation du Grand Montréal, mais on saura qu'on l'affecte au fonds Ruben Antoine. Vraiment intéressant. Donc, juste pour conclure cette partie-là, là, je veux juste le dire aux auditeurs, là, parce que des fois, les gens, on parle de décès, on parle de donner de l'argent à des organisations de décès. Des fois, les gens se disent, écoute, moi, je veux juste donner mon argent à ma famille. Pourquoi je donnerais à des organisations? Mais il y a une petite clarification à faire. Au décès, l'argent peut juste aller à 3 places. Juste aller à 3 places. À votre famille et vos proches, 1, au gouvernement, parce qu'au décès, il y a un impact fiscal obligatoire. C'est les règles fiscales. Donc, 2, au gouvernement. Et 3, à des organismes. Donc, en donnant à des organismes, là, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on diminue la part du gouvernement. Donc, dans tous les cas, là, mettons, j'ai 800 000 dans un REER, je décède, 400 000 va au gouvernement. Bien, ce 400 000-là, je peux décider que 200 000 va au gouvernement et 200 000 à des organismes. Donc, au niveau de calcul, on n'est pas perdant. On ne donne pas nécessairement moins, genre juste généralement parlant, là. À la famille, on diminue juste la part du gouvernement légalement pour choisir les causes qu'on veut supporter. Donc, on vient de voir, Linda, qu'il y a plusieurs façons de donner. Puis, on a mentionné justement le terme fonds philanthropique, qui est justement un des moyens pour mieux donner, un bon outil justement où on peut canaliser un peu notre générosité et mettre notre projet philanthropique personnel en place. Puis, fonds philanthropique, quand on fait des recherches, ça a différents noms, fonds de dotation privée, fonds de bienfaisance. En anglais, le terme vraiment connu, c'est Donor Advice Fund. Donc, on peut traduire ça par fonds orientés ou fonds arrêtés par les donateurs. Juste si les gens font des recherches Google, c'est ça un peu les mots-clés. Mais pour le besoin de notre conversation, on va utiliser le terme fonds philanthropique. Puis c'est vraiment une solution. Moi, quand j'ai découvert ça, là, j'ai capoté. C'est vraiment une belle solution pour maximiser tant les avantages fiscaux et financiers qui viennent avec les dons, justement, mais aussi pour maximiser l'impact social qu'on veut avoir. J'aimerais que tu nous dises, c'est quoi un fonds philanthropique? C'est un outil, finalement. C'est un outil qui va permettre aux donateurs de créer un fonds dédié qui va être géré par une fondation publique. Donc, ça peut être une fondation communautaire ou ça peut être une autre organisation caritative. Et la personne le fait tout en conservant une certaine influence, je le mets entre guillemets, sur la distribution future du fonds. La différence, en fait, entre de faire par une fondation communautaire ou par une organisation caritative, c'est bien sûr lié à la mission aussi de l'organisation. Une fondation communautaire peut distribuer à différentes autres organisations. Alors, la plupart des organisations vont distribuer selon leur fin de bienfaisance, comme on dit. Donc, par exemple, tu as parlé de HEC Montréal. Tu peux avoir un fonds de dotation à HEC Montréal qui va permettre de financer, par exemple, une bourse pour un étudiant au HEC ou financer un projet de recherche, par exemple, mais ça demeure dans le cas de HEC Montréal. Ouais, tu peux pas faire un fonds à HEC, mais tu dis, je veux supporter l'hôpital de mon quartier. Exactement. Comme on pourrait avoir un fonds de dotation dans une fondation communautaire, puis on va soutenir HEC Montréal, puis l'hôpital, puis le refuge pour animaux, puis ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, il faut réfléchir. Ce qu'il faut retenir, c'est outil qui est géré par une organisation, une fondation publique, et qui va permettre de verser des subventions, de planifier sa philanthropie finalement en gardant une certaine influence sur les distributions. En tout cas, c'est vraiment un outil merveilleux, Linda, parce que même moi, avec l'aide, le support de la Fondation du Grand Montréal et toi, vous m'avez aidé à mettre le mien en place. Je trouve vraiment que c'est un moyen formidable de donner. Premièrement, l'exemple que je vais donner, c'est que, mettons que quelqu'un donne, je sais pas moi, 3 000 $ par année et veut continuer à le faire dans les prochaines années. On va dire pendant les 10 prochaines années. Donc, cette personne-là, de toute façon, va donner 30 000 sur 10 ans. Mais si les personnes ont les fonds, cet outil-là, mettre en place un fonds philanthropique, permet à cette personne-là de donner 30 000 $ tout de suite à son fonds philanthropique, reçoit tout le ressource fiscal dans l'année du don à son propre fonds. Donc, la personne peut l'utiliser sur sa déclaration d'impôt cette année-là, peut avoir à peu près 15 000 $ en bénéfice fiscal, surtout si les revenus sont plus élevés cette année-là. Mais continuer après de donner son 3 000 à travers son fonds chaque année pendant 10 ans. Donc, des fois, les gens, on va dire, quelqu'un vient de vendre un bien immobilier ou une entreprise, veut contribuer à la société, veut donner, mais
ne sait pas encore, avec autant de fonds qui viennent recevoir à la vente de leurs biens, ne savent pas encore quelle cause qu'ils veulent supporter, ben, ils peuvent quand même faire un gros don à leur fonds philanthropique et après prendre leur temps, surtout avec l'accompagnement et l'expertise des gens qui travaillent dans les fondations communautaires pour choisir un peu quelle cause qu'ils veulent supporter. Donc, c'est ça un gros avantage aussi. Mais du côté plus avantage pratique, moi, ce que j'aime, là, je ne sais pas si tu as la même expérience, Linda, mais tu sais, des fois, il y a des amis qui nous contactent. Hey, écoute, je vais aller faire un vélo à Tremblant pour supporter le cancer ou je vais faire ça. Puis là, on donne des petits $200, $300 ici et là, en plus des causes qu'on supporte chaque année où on donne quelques montants. Puis ça donne que des fois, dans une année, on a donné à 7 organisations, 10 organisations. Mais après, en avril, là, en mars-avril, moi, là, j'essaie de trouver ces ressources d'impôts-là, Linda, là. Je regarde mes courriels, je ne sais plus ils sont où, j'appelle les organisations. Le côté administratif de la vie, là, surtout qu'on a déjà des enfants, là, je trouve ça tellement long. Donc, pour moi, j'aime vraiment l'expérience de donner une fois à mon fonds philanthropique. On va dire que je donne 5 000, j'ai un reçu d'impôt. Mais après, je dis quand même au fonds philanthropique et à la Fondation du Grand Montréal de donner aux 7 organisations que je veux donner. Mais je reçois un reçu d'impôt, je sais où le trouver ou si je ne l'ai pas trouvé, j'appelle une personne. Donc, c'est ça qui est le fun aussi. Moi, je trouve que c'est quand même un avantage. Mais oui, puis c'est là où je vais rassurer les organismes parce que souvent, ils vont nous dire, ouais, mais vous êtes en compétition avec nous. Je dis comme non, une fondation, l'exemple que tu as pris est très bien parce que la Fondation du Grand Montréal ne viendra pas lever des fonds auprès de tes amis. On ne le fera pas. C'est les organismes qui le font. Puis, on se rappelle tout l'argent de toute façon qu'il y a à la Fondation du Grand Montréal. Le but ultime, c'est de distribuer en subvention à des organismes communautaires. Donc, ce qu'on vient, c'est être un outil pour le donateur pour lui faciliter la vie pour qu'ils puissent donner de manière plus efficace, pour qu'ils ne se disent pas, oh, mais j'ai déjà donné à 3 organisations, si je donne à une 4e cette année, c'est sûr que je ne vais pas me retrouver dans mes reçus. Donc, c'est pour éviter tout ça. Et ultimement, toi, tu es capable, à travers ton fonds, par exemple, d'intéresser différentes personnes, de dire, moi, j'ai telle mission qui me, j'ai la mission qui me tient à cœur, comment contribuer ensemble pour que ça aille encore ultimement aux organisations. Donc, on travaille en partenariat et non pas les unes contre les autres. Je veux dire, on parlait tantôt de bourse. Tu me demanderais de verser une bourse d'études. Je ne sais pas comment ça fonctionne. HEC Montréal sait comment ça fonctionne. Donc, chacun a sa particularité. Nous, vraiment, c'est de soutenir les créateurs de fonds et les donateurs. Ah, puis j'aime ça. Tu sais, si on crée, mettons, moi, je crée un fonds philanthropique privé qui s'appelle Fonds Ruben Antoine, d'autres personnes pourraient donner à mon fonds et aussi recevoir un reçu d'impôt. Si ma sœur aime qu'est-ce que je fais par rapport à mes implications et à qui je donne, elle pourrait dire, Ruben, je te donne un montant. Donc, c'est un avantage aussi. C'est pas privé dans le sens que c'est juste une personne qui peut y contribuer. Exactement. Fait que la sœur de Ruben, si tu nous écoutes, c'est un message subliminal. Ouais. Primoz, il faut que tu donnes d'ici la fin de l'année à mon fonds philanthropique. Mais le dernier aspect qui est un avantage que je vais mentionner, c'est que je reviens à mon donateur hypothétique qui donne 3 000 $ par année sur 10 ans, 30 000. L'argent qu'il donne, s'il donne 30 000 d'un coup à son propre fonds philanthropique, l'argent peut être investi. Donc, sur 10 ans, il va peut-être avoir contribué à des organisations beaucoup plus que 30 000 parce que ce 30 000-là a généré des revenus de placement gérés par la Fondation du Grand Montréal. Donc, peut-être, éventuellement, sur 10 ans, il a contribué 40 000 avec les rendements des placements. Donc, ça, étant quelqu'un qui vient du domaine de l'investissement, tu sais que ça m'a vraiment interpellé, Linda. Mais oui, une fois de plus, c'est faire le maximum, puis dépendre de l'objectif de la personne. On part toujours de l'objectif philanthropique. On s'appelle, c'est vraiment ça la base. Donc, si l'intention, c'est de donner, mettons, sur 5 ans ou sur 10 ans, on s'organise, puis on voit comment on est capable de tirer le maximum de ce montant-là. Donc, en temps de travail aussi. Pendant qu'on distribue une partie, ben, l'autre partie continue à travailler pour qu'en bout de ligne, l'organisme reçoive plus. Puis, je sais qu'il y en a, je tiens à le dire, parce qu'il y en a qui vont dire, mais pourquoi ne pas tout juste donner tout de suite à l'organisme? Il y a un tas de raisons. On parlait de projets philanthropiques. Souvent, oui, ça va être donné tout de suite à l'organisme parce que peut-être c'est l'organisme a un grand projet, puis c'est tout de suite qu'il en a besoin. Mais souvent aussi, ça va être de le faire progressivement parce que c'est juste la manière qu'on a donné, puis c'est comme ça qu'on aimerait soutenir l'organisation. Fait que c'est vraiment le besoin le projet philanthropique de la personne. Puis en général, les gens, quand ils donnent, ils ont un lien avec l'organisation qui bénéficie des subventions, puis c'est une conversation. J'ai déjà eu des gens qui donnaient, comme tu as pris l'exemple de 3 000 chaque année, mais il arrive une année, puis c'est comme, cette année, je vais donner 10 000 parce qu'il y a un projet dans l'organisation, puis parce que je veux le soutenir. Donc, juste garder ça aussi en tête pour pas se dire on se l'entend souvent dire, surtout à cause je crois, de la réputation aux États-Unis, on est en train de capter le capital philanthropique. C'est une critique qu'on entend, ça. C'est important d'en parler. Je suis d'accord avec toi, Linda.
Des fois, la critique va être comme, OK, les gens mettent ces fonds-là en place, et puis après, ça reste dans le fond, c'est investi, ils donnent juste un montant minimal par année, et puis tout cet argent-là aurait pu aller vers les organismes. Je pense que la critique peut être valable, comme tu dis, aux États-Unis surtout, mais moi, je vais apporter une nuance à ça. Je vais prendre mon exemple personnel aussi. Un autre avantage, on mentionne plusieurs avantages. Un autre avantage que je vois du fonds philanthropique, c'est que moi, personnellement, ça m'a donné une discipline de respecter mon plan philanthropique. Tu sais, dans le domaine qu'on est, nous, Linda, on fait des projections de retraite et des plans financiers pour les gens où on leur dit, les clients, voici combien que tu dois économiser par année pour pouvoir, à 55 ans, 65 ans, prendre ta retraite. Tu dois avoir accumulé un certain montant d'argent pour après avoir la flexibilité d'arrêter de travailler. Ça, c'est un plan financier. Un plan philanthropique aussi, pour ceux qui veulent supporter les organismes qui veulent supporter, ils peuvent se dire, moi, je vais donner 3 000 $ par année. Je vais prendre mon exemple pour toujours à diverses organisations. Mais dans la vie, là, Linda, entre moi et toi, il y a des moments dans la vie où le budget est un petit peu plus serré. Tu sais, il y a eu des imprévus, où on fait des rénovations et on doit manger, on doit s'occuper de nos enfants, mais faire des dons, ce n'est pas une obligation. Donc, c'est très facile à être le poste du budget où on peut couper. Donc, les organismes qui s'attendent à recevoir ces fonds-là ne les reçoivent pas ces années. Puis, je peux en parler. Cette année, je fais des rénovations, puis il y a eu plusieurs choses. Donc, le budget est plus serré. Ça serait facile pour moi de dire que je ne fais pas de dons. Donc, moi, je vois au contraire un avantage à avoir un fonds philanthropique parce que une fois qu'on a donné, à la place de donner 3 000 $ par année dans le futur, on donne 30 000 à l'année 1. Cet argent-là, on l'a vraiment donné. Ça ne nous appartient plus, là. Ça ne nous appartient plus. On peut continuer à donner des indications à la Fondation du Grand Montréal de le donner à des organismes. On ne peut plus reprendre cet argent-là. Donc, pour moi, c'est une façon d'avoir un engagement avec soi-même, de respecter son plan philanthropique, d'avoir une discipline, de dire, j'ai donné cet argent-là, c'est sorti de mon budget. Qu'importe si j'ai des rénovations ou des dépenses dans le futur, je pourrais continuer à donner mon 3 000 à travers ce fonds-là à des organismes. Donc, pour moi, ça vient un peu contrebalancer l'argument qui est quand même valable que l'argent reste là et ne supporte pas les organismes parce que peut-être qu'on n'aurait pas fait ce don-là dans le futur quand tout est serré du côté financier. Donc, tout ça qu'on vient de dire, Linda, peut-être l'audience se dit, ça ressemble vraiment à ce qu'on appelle une fondation privée ou peut-être une petite fondation privée, clé en main. Mais justement, c'est quoi les avantages, dans le fond, et les inconvénients d'une fondation privée par rapport à ces fonds philanthropiques-là? Les avantages, en fait, d'une fondation, de mettre sur pied un fonds dans une fondation communautaire par rapport à, mettons, une fondation privée vont être comme multiples. Mais si on prend, par exemple, au démarrage, pour créer une fondation communautaire, c'est en général une entente qu'on signe. Il n'y a pas de frais de démarrage. C'est sûr que je parle toujours du cas de la Fondation du Grand Montréal. Comme on se souvient, une fondation communautaire, elles peuvent avoir des fonctionnements différents. Mais à la Fondation du Grand Montréal, il n'y a pas de frais pour rédiger l'entente, la signer, avoir toutes les conversations préliminaires pour comprendre le projet et puis s'assurer qu'on peut y répondre. Ça, nous, on y tient. Parce que si on n'est pas capable de répondre au projet, on va comme le dire dès le départ. Alors que pour la fondation privée, ben, il y a des démarches administratives, légales, fiscales, puis il y a des frais initiaux qui peuvent être considérables, dépendamment de la nature, de la complexité de la structure qu'on veut mettre en place. Puis ensuite, on se regarde au niveau du délai. Un fonds à la Fondation du Grand Montréal, je dis souvent, dépendamment de combien votre projet est clair, ça peut être fait en quelques jours, signer une entente. Alors que pour incorporer la fondation privée puis avoir un numéro de bienfaisance, ça peut prendre entre 6 mois et 1 an, voire plus, souvent. Au niveau des coûts récurrents, avec une fondation, vous avez les frais d'administration dont on parlait au départ, puis des frais de gestion. Ils sont combien, justement, à la Fondation du Grand Montréal, juste pour donner une idée? À la Fondation du Grand Montréal, actuellement, c'est 1% maximum. C'est 1% maximum les frais d'administration. Puis après, les frais de gestion du portefeuille, ils vont être de 0,65 au plus. Puis, on regarde au niveau des frais, ben, pour une fondation privée, ça va être variable parce que dépendamment de l'administration, est-ce qu'on a une équipe? Comment on gère les fonds? Les opérations courantes, donc toutes ces choses-là qui vont demander, ça va coûter des sous. Au niveau des rapports à l'Agence du revenu, on n'a pas à le faire dans un fonds à la fondation parce qu'on se rappelle, c'est comme si on avait loué une pièce à l'intérieur de la Fondation du Grand Montréal, fait que c'est nous qui nous occupons de tout ce qui est taxes foncières et autres. Donc, le donateur a quasiment rien de façon administrative, à part s'assurer de mettre son reçu fiscal sur sa déclaration d'impôt. Exactement, c'est ça. Et puis déterminer combien il veut mettre chaque année, là, et puis distribuer. Alors que au niveau d'une fondation privée, il va avoir des rapports qui vont être produits soit par un professionnel externe, soit par une ressource attitrée à la tâche. Au niveau des subventions, quand on crée son fonds à la FGM, nous, on a quand même une expertise dans certains domaines on connaît certains organismes quand c'est sur le territoire du Grand Montréal. Et ça revient à ce dont je parlais
on distribue pas seulement dans le Grand Montréal. Parce que si toi, Ruben, par exemple, tu souhaiterais verser une subvention à une organisation qui est, je sais pas, à Vancouver, on est capable de le faire tant que c'est un donateur reconnu par l'agence. Et si tu veux avoir un conseil sur, tu nous arrives, je sais, c'est pas un secret que toi, la littératie financière, c'est quelque chose qui t'intéresse. Puis tu arrives, tu es comme, je veux faire ça, mais j'ai aucune idée de comment je suis capable de le faire. On va réfléchir avec toi, puis trouver des organisations que tu vas soutenir. On a cette expertise qu'on met à disposition. Parce que vous connaissez le paysage des différentes organisations, les différents secteurs aussi dans lesquels elles évoluent. Tout à fait. Pour une fondation privée, c'est sûr que c'est une expertise aussi qu'on va développer à l'interne ou en partenariat avec d'autres organisations. Je dois le dire, il y a certaines fondations privées, par exemple, qui sont partenaires de la Fondation du Grand Montréal pour certaines de nos initiatives. Puis, au niveau de la relève, je crois qu'on va en parler plus tard, je pense, mais quand on est fondation privée, souvent, ça marche bien, mais je crois qu'on a eu une conversation une fois, on parlait de reprenariat, mais c'est la même affaire. Quand on arrive dans la fondation privée, souvent, peut-être la prochaine génération n'a aucun goût de s'occuper de la fondation familiale. C'est comme, non, non, je veux pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'on en fait à ce moment? Là, quand on a une fondation, un fonds à la Fondation du Grand Montréal, on est capable de donner des instructions à l'avance, puis on est capable aussi d'impliquer des membres, puis on est capable même de choisir des cas de figure. Donc, si jamais ça se produit, on va faire ça, sinon on va faire ça. Fait en termes de comparaison, c'est vraiment les avantages du fonds à la FGM par rapport à une fondation privée. Mais, il faut être transparent, il y a également des inconvénients, ou bien surtout un gros inconvénient. C'est que la Fondation du Grand Montréal, en tout cas, on doit verser, selon nos statuts, nos subventions uniquement à des donataires reconnus par l'Agence du revenu du Canada. Ce qui signifie que si, par exemple, quelqu'un a un projet de soutenir, je sais que tu es originaire d'Haïti, de soutenir un organisme en Haïti, mais ça va être compliqué à faire à travers son fonds. Tandis qu'une fondation privée, tu as plus de flexibilité. Exactement. Okay. La fondation privée, dépendamment de comment elle s'est incorporée et que c'était quoi ses fins de bienfaisance, va être capable de le faire. Donc, c'est là où il faut vraiment penser à ce qu'on a envie d'accomplir, puis à combien on a de temps, d'argent, puis d'énergie à mettre là-dedans. On disait souvent que en dessous de 5 millions de dollars, c'est peut-être pas la bonne idée d'avoir une fondation privée parce que ça prend beaucoup plus pour pouvoir vraiment tourner et pouvoir avoir l'impact qu'on voudrait avoir. Exact. Tu l'as dit tantôt, c'est beaucoup plus coûteux et complexe. Et les gens doivent comprendre, c'est comme avoir une entreprise. Hein. Il y a de l'administration, de la comptabilité, beaucoup de conformité avec les gouvernements, beaucoup de documents à soumettre. C'est exigé d'avoir un conseil d'administration. On doit pouvoir y mettre des reçus. Mais ça, c'est le désavantage d'une fondation privée. Mais les avantages, comme tu dis, c'est privé. Hein. Donc, on a plus de contrôle, plus de flexibilité. On peut impliquer les membres de la famille à salaire, en autant qu'ils travaillent vraiment dedans. Là. Donc, ça, c'est un autre avantage. Mais on ne le fait pas avec 200 000, 300 000. Il faut, tu as dit 5 millions, là, c'est les chiffres que je voyais aussi, là, 3 à 5 millions, pour que ça fasse du sens de mettre une fondation privée en place. Mais justement, on parle de montant, de barrière à l'entrée financièrement pour que ça fasse du sens. Un fonds philanthropique, est-ce que ça prend un minimum pour en mettre un en place? À la Fondation du Grand Montréal, le minimum, c'est 1 000 $. Et on laisse 5 ans pour atteindre 10 000 pour commencer à faire les premières distributions, pour que le fonds grossisse, puis qu'on soit capable d'avoir des distributions qui font du sens. Qu'on est aussi on pense à l'impact, mais dans les deux sens. Ce serait bien de distribuer 100 $ à chacune des organisations, mais souvent on dit, est-ce que c'est pas préférable de regrouper ces dons-là pour avoir comme un impact réel dans la vie d'une organisation? Fait que, ce qu'il faut retenir, le minimum, c'est 1 000 $ pour créer un fonds à la Fondation du Grand Montréal. Puis les différentes autres fondations communautaires, il peut y avoir d'autres minimums. Tu sais, des fois, ça peut être 25 000. J'écoutais un podcast Canada Give qui est dans le reste du Canada qui aide à en mettre en place. Je pense que leur minimum pour des fonds philanthropiques, c'est 100 000, si je ne me trompe pas. En tout cas, il y a différents niveaux. Hein? C'est bien de parler de Canada Give Fund parce que tu ouvres la conversation à le fonds orienté par le donateur. Ce n'est pas un produit, entre guillemets, exclusif des fondations communautaires. Maintenant, la plupart des banques commerciales ont comme leur fondation, puis il y a justement des fournisseurs commerciaux, on appelle comme ça, de fonds. Mais la différence avec la fondation communautaire, ça va vraiment être, c'est votre fondation. Je crois que, en tout cas, je suis un peu biaisé dans mon analyse, mais c'est vraiment le lien qu'on a avec la communauté, puis les personnes derrière, puis à quoi sert. On regarde pas seulement l'impact fiscal, c'est important, mais l'impact qu'on va avoir dans la communauté. Comme on disait, en passant par une fondation communautaire, le dollar qu'on donne travaille 3 fois. La première fois, il va travailler parce que tu donnes, tu contribues en fait à l'administration de l'organisation.
La deuxième fois, c'est la manière dont le dollar est investi. Ça, c'est à la fondation. Comme on dit à la fondation, on a d'avoir des investissements aussi responsables que possible. D'ailleurs, j'invite les auditeurs et auditrices qui ont l'intérêt à aller lire notre stratégie d'investissement responsable. Puis troisièmement, c'est les subventions qu'on va verser dans la communauté. Fait qu'il ne s'agit plus juste de faire le don puis avoir le reçu puis on s'en va, mais le don travaille plusieurs fois. Juste de le redire pour que les gens ne se disent pas, oui, mais c'est juste, quand on n'en fait pas, on ne prétend pas qu'on a le monopole, mais par contre, on prétend que les fondations communautaires, nous, on le fait mieux, par exemple. Ah, bien dit, bien dit. Linda, juste pour terminer dans la comparaison entre les fondations privées et le fonds philanthropique, je pense que notre avantage du fonds philanthropique, c'est l'anonymat. Tu sais, des fois, les gens qui ont un certain montant qu'ils veulent donner, ils veulent le faire de façon anonyme. Une fondation privée, les membres du conseil d'administration doivent être divulgués, donc les gens ont accès à ça, tandis qu'un fonds philanthropique, on pourrait le créer en mettant notre nom si on veut, mais aussi on peut le créer avec un nom plus générique et puis on garde la protection de notre vie privée si c'est notre choix et on fait un don et on supporte les gens qu'on veut supporter, les organismes qu'on veut supporter de façon anonyme. Linda, mais l'anonymat, est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Ça fonctionne comme ça aux yeux du public, j'ai envie de dire, pour l'information qu'on rend publique, mais une fondation communautaire, on parle de dons, il faut quand même qu'on s'assure de respecter la loi sur le recyclage des produits de la criminalité. Donc, on a l'obligation de faire une vérification diligente sur chaque personne qui crée un fonds à la Fondation du Grand Montréal. À la distribution aux organismes, ça reste anonyme, mais quelqu'un ne pourrait pas avoir créé ses actifs et ses revenus de façon illicite et veut faire un don, mais dire, je veux pas, vous ne connaissez pas qui je suis. Vous avez quand même une vérification pour s'assurer que ces personnes-là, c'est des personnes qui existent et que les fonds viennent de bonnes sources. C'est ça que tu es en train de dire? C'est exactement ce que je suis en train de dire, que c'est pas une valise d'argent qu'on est arrivé au bureau puis on nous a déposé pour créer un fonds, ça marche pas comme ça. Mais donc les gens, rassurez-vous, l'anonymat ne veut pas dire que on sait pas d'où vient l'argent puis on peut le verser comme on veut. Très bon point. Est-ce qu'il y a un dernier aspect ou un dernier point que tu veux mentionner sur la comparaison entre les fondations privées et le fonds philanthropique que quelqu'un peut créer à travers une fondation communautaire? Je parlerai peut-être aussi des types d'actifs qui sont acceptés. C'est autant, j'ai parlé tantôt pour la fondation privée, plus de 50% de son actif provient d'une personne ou bien d'un groupe de personnes, mais c'est pas tous les types d'actifs qui vont être admissibles à un don, entre guillemets, dans la fondation. Pour les fondations privées. Pour les fondations privées. OK. Je prends un exemple tout simple, c'est le don d'actions de société privée. C'est une fondation privée ne peut pas faire, la famille, par exemple, pas donner des actions de la société privée à sa propre fondation privée. Ah, intéressant, OK. Ça ne fonctionne pas. Alors qu'avec une fondation communautaire, encore, ça dépend des fondations, de ce qu'elles ont le droit d'accepter, enfin, ce qu'elles ont choisi d'accepter ou non. Mais à la Fondation du Grand Montréal, on peut accepter, je dis on peut parce que c'est sûr qu'il y a une vérification diligente qui est faite en avant. C'est un mot qui est très utilisé chez nous, vérification diligente, parce qu'on a quand même une gouvernance qui est très au point, puis on s'assure de faire les choses comme il faut. Ben, c'est important d'être rigoureux, hein? Ben oui, Ouais. surtout qu'on gère de l'argent philanthropique, puis c'est pas un fonds, un hedge fund, c'est comme de l'argent qui sert pour le bien de la communauté. Fait qu'on doit faire tout pour que il soit non seulement géré de la meilleure des manières, mais que toute la gouvernance qui l'entoure soit au point. Pour revenir aux dons de sociétés privées, de titres de sociétés privées, effectivement, la Fondation du Grand Montréal peut, donc sous certaines conditions, l'accepter. Et ce qui peut devenir un avantage, souvent même pour les personnes qui ont leur propre fondation privée. C'est quand je dis on a un outil pour tout philanthrope, là, je dis souvent qu'on a un buffet avec plein d'options. Maintenant, c'est à chacun de venir puis voir on essaie de faire le match, en fait, entre ton besoin puis l'option qu'on est capable d'offrir. Puis l'objectif ultime dans tout ça, on se rappelle toujours, c'est le projet philanthropique, ce qu'on veut accomplir dans la communauté. J'aime vraiment comment tu finis ça parce qu'on a fait beaucoup de comparaisons entre fondations privées et fonds philanthropiques comme si c'est l'un ou l'autre. Mais là, il y a une situation où il peut y avoir une complémentarité entre les deux, où une famille peut avoir sa propre fondation privée pour donner des placements à la bourse ou de l'argent. Mais s'ils veulent donner des actions privées de l'entreprise familiale, ben, ils peuvent utiliser un fonds philanthropique. Donc, un groupe peut utiliser les deux, en fait, selon leurs besoins. Absolument. Oui, on le présente comme ça pour avantages et inconvénients pour que chacun prenne sa décision pour le modèle qu'il veut avoir. Mais en bout de ligne, c'est des structures qui existent dans une visée philanthropique. Puis on travaille en collaboration. On ne se prétend pas être comme meilleur, nous, l'argent qu'on détient est plus. Non, c'est comment on travaille ensemble pour le mieux-être de notre communauté. Exactement.
Écoute, Linda, on a donné beaucoup d'informations aux auditeurs, aux auditrices. Puis, je vais aussi mettre des ressources dans les notes de l'épisode pour qu'ils puissent aller voir où trouver la Fondation du Grand Montréal, où te trouver toi-même. Mais pour finir, comme mot de la fin, si je peux dire, j'aimerais qu'on finisse sur une note un peu d'inspiration. Est-ce que tu peux nous donner quelques histoires, quelques exemples positifs, justement, de donateurs qui ont utilisé cet outil qu'on vient de mentionner, un fonds philanthropique, et comment ces donateurs-là se sont sentis peut-être, si je peux dire, épanouis, comblés par cet acte de partage, quand justement ils ont pu supporter davantage les causes qui sont chères à leurs yeux? Écoute, je pourrais te donner des dizaines d'exemples. Puis sur notre site Internet, là, à la section Notre Impact, on a toute une page sur les histoires inspirantes. Puis il y a une qu'on aime toujours raconter parce que je crois que c'est une de celles qui a beaucoup résonné. C'est le fonds Julie Thorne, dont la mission, c'est d'équiper les écoles secondaires de défibrillateurs. Donc, l'histoire, c'est que, c'est très brièvement, en 2012, il y a donc Julie Thorne, alors âgée de 16 ans, qui a perdu la vie suite à un accident cardio-respiratoire pendant un cours d'éducation physique. Puis l'enquête, en fait, a révélé qu'un défibrillateur aurait pu la sauver, mais il n'y en avait pas à l'école. Donc, suite à cet événement, il y a sa sœur, puis une de ses amies qui ont décidé d'agir afin que ça ne se reproduise plus. Et elles avaient $80 dans leur poche au départ. Puis la fondation a été comme touchée par la cause, puis on a voulu les accompagner. Et leur objectif, c'était vraiment de fournir des défibrillateurs externes automatisés ainsi que de la formation en réanimation cardio-respiratoire dans les écoles pour éviter d'autres incidents de ce genre. Puis elles avaient le but de récolter $10 000 en 5 ans. Wow! À peine 4 ans après la création du fonds, elles ont atteint l'objectif avec $15 000 amassés Wow! pendant multiples activités qu'elles ont menées. Et grâce à cet engagement-là, le fonds a été en mesure de verser une première subvention à la Fondation ACT, qui met en œuvre justement le programme de réanimation cardio-respiratoire et de défibrillation au secondaire. Puis le don a servi d'équiper une première école d'un défibrillateur. Et en février 2020, on est comme 8 ans plus tard, elles ont réussi à fournir à la polyvalente de Deux-Montagnes, qui est l'école que fréquentait Julie Thorne, 4 mannequins, 3 défibrillateurs de formation pour que tous les élèves de l'école soient formés aux soins de réanimation cardio-respiratoire. Oh, wow! C'est comment 2 personnes avec un but, je parle toujours du projet, elles voulaient plus que ça se répète. Elles avaient les moyens qu'elles avaient, puis elles ont été capables de créer, on était capable en partenariat de créer ce fonds-là, puis d'honorer en fait la mémoire de Julie Thorne pour que aucun autre enfant n'ait à vivre ça, puis aucune autre famille surtout. Et ça, c'est l'un des exemples qu'on va avoir. Hey, j'en ai à la des frissons juste à t'entendre parler de ce cas-là. C'est vraiment triste ce qui est arrivé, mais c'est vraiment beau à voir de ce qui a suivi et comment je suis sûr que ça va sauver la vie de plusieurs personnes dans le futur. Ben oui. Il y a le fonds, par exemple, Bernadette Gratton in Memoriam, qui a été créé en mémoire de Bernadette Gratton par son petit-neveu, M. Patrick Charbonneau. Puis lui, en fait, sa grand-tante l'a accompagné dans l'exploration de l'histoire familiale. Et à son décès, il voulait honorer sa mémoire en supportant la Société d'histoire et de généalogie du plateau Mont-Royal, qui s'aligne comme clairement avec le projet. Fait on a autant de choses qu'on va avoir. On a des fonds qui sont créés collectifs pour soutenir des organismes culturels, pour se tenir en santé. On aime dire à la Fondation du Grand Montréal que nous, notre cause, c'est le Grand Montréal. C'est pas la santé, c'est pas l'éducation, non, nous, c'est toutes les causes. Je prends l'exemple, tantôt, tu m'as demandé c'est quoi le minimum pour créer un fonds, j'ai dit $1 000, mais on voit l'histoire du fonds Julie Thorne. Elles n'avaient pas $1 000, mais elles avaient une histoire, elles avaient un impact, elles avaient quelque chose qu'elles voulaient accomplir. Une vision. Mm-hmm. Une vision, c'est ça. Puis on les a accompagnés pour mettre en place. L'important en bout de ligne, c'est que on vient avec un projet et on vous accompagne pour avoir l'impact que vous voulez avoir dans votre communauté. En tout cas, c'est vraiment beau, c'est vraiment inspirant, les exemples que tu as partagés. Et comme tu as dit, je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'autres. Tu ne pourrais pas toutes les citer, Linda. Donc, je te remercie. Je tiens à avoir utilisé vos services. Je tiens vraiment à te remercier, Linda, toi personnellement, mais aussi toute l'équipe de la Fondation du Grand Montréal pour tout l'accompagnement que vous faites avec les différents donateurs et groupes dans le processus de la création de leur fonds, dans la mise en place de leurs objectifs, leur vision philanthropique. Donc, merci beaucoup pour ça, mais aussi, merci d'être venu sur notre podcast. Mais merci pour l'invitation. Puis, c'est bien de dire, on a quand même
on est une équipe de 20 personnes qui faisons tout ça. Puis je crois que j'ai la chance, puis le privilège de travailler avec des personnes qui sont inspirées par la mission, qui sont inspirantes et puis qui toutes aspirent au mieux-être de notre communauté. Ça a été un plaisir, un grand plaisir de converser avec toi, Linda, comme toujours. À tous les auditeurs, auditrices, comme j'ai dit plus tôt, nous allons mettre quelques liens de ressources de la Fondation du Grand Montréal dans les notes de l'épisode. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. À la prochaine. Vous venez d'écouter L'Investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.